Toute l'actualité politique et parlementaire et sociale, bien sûr, c'est le 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi 14 octobre. Les lycéens, de nouveau dans la rue, de plus en plus nombreux, dans les cortèges improvisés avec leur lot d'incidents. Brice Hortefeux rappelle les parents à leur responsabilité. La Fidèle, le deuxième syndicat lycéen, appelle, elle, à un rassemblement demain devant l'hôtel Matignon. Nicolas Sarkozy martèle son credo lors d'un déplacement en Gironde, agir, réformer, sans évoquer la réforme des retraites. Nouvelle étape dans le bras de fer avec les syndicats. Une journée d'action après celle de samedi aura lieu mardi, jour du vote de la loi au Sénat. Dans ce contexte déjà chargé, la question de l'harmonisation sociale en Europe, relancée par la décision de Ryanair de quitter Marseille. Faut-il céder aux exigences du provocateur, patron du low-cost irlandais? Nous ouvrirons ce débat dans cette édition, au cours de laquelle, notez-le, Aurélie Filippetti pour le Parti Socialiste et Jean-René Le Serre pour l'UMP seront avec nous. Le retour des lycéens donc dans les rues aujourd'hui avec des centaines d'établissements bloqués et des affrontements entre jeunes et policiers, notamment en région parisienne, mais aussi à Nîmes ou encore à Lens. Des manifestants ont été interpellés pour des dégradations à Lyon. Le syndicat de police Alliance dénonce un déferlement de violence alors que les syndicats lycéens dénoncent eux des actes de répression policière. Reportage aujourd'hui à Paris, Aurélien Romano. La mobilisation des lycéens est montée d'un cran. En marge des cortèges, la journée d'action a été marquée aussi par des affrontements avec la police. À Montreuil, en région parisienne, un lycéen a été blessé par un tir de flashball. À Lens, des incidents ont été suivis d'une dizaine d'interpellations. Même scénario à Nîmes, où des voitures ont été brûlées. Ces incidents ne changent rien à la détermination des syndicats lycéens qui ont manifesté près du siège du MEDEF cet après-midi à Paris. Quand on apprend qu'à Montreuil, il y a des lycéens qui ont été gazés avec des gaz lacrymogènes, qu'il y a des lycéens qui ont reçu des flashballs alors qu'ils étaient en train de mobiliser leur établissement, forcément, ça crée encore un peu plus de tension. Mais maintenant, les lycéens, ils sont déterminés. Partout en France, de nombreux lycées sont bloqués, 340 selon le ministère de l'Éducation nationale, 6 à 900 selon les organisations lycéennes. Et là encore, les blocages ont parfois terminé dans les gaz lacrymogènes. On faisait une manifestation non violente et donc les policiers sont arrivés avec leurs bombes lacrymogènes, ils nous ont gazés. Sans sommation, ils ont tiré en l'air et puis tout le monde a couru, on s'est tous fait gazer. D'après les organisations syndicales, ces échauffourées avec la police ne peuvent amener qu'à une plus forte mobilisation dans les prochains jours. L'incident qui s'est déroulé à Montreuil, un lycéen gravement blessé par un tir de flashball, a donné lieu au Sénat à de vifs échanges cet après-midi à la reprise de l'examen de la réforme des retraites. Vous ne savez donc rien de l'adolescence et de la façon dont on se mobilise à cet âge. Vous ne savez donc pas que quand un adulte essaie, au contraire, d'aller à la rencontre des jeunes, on peut les durcir. Et ce qui les a durcis ce matin, c'est de se trouver nez à nez avec une demi-compagnie de CRS dont on se demande ce qu'ils faisaient là, dans une petite rue devant le lycée Jean Jaurès de Montreuil. Vous ne pouvez pas dire qu'à 16 ans, on est immature pour pouvoir manifester, ou qu'on est manipulé par ceux qui inciteraient sans avoir sa propre pensée, mais penser qu'on est suffisamment solide et mature pour prendre des flashballs dans le visage. C'est une considération que vous avez de la jeunesse. On peut lui mettre des tartes, mais on ne peut pas écouter ce qu'elle a dans la tête. D'un côté, il y a ceux qui aiment les jeunes. Il y a ceux qui aiment aussi les femmes et qui les défendent. Et puis de l'autre, il y a une sorte de majorité qui n'aimerait pas les jeunes, qui n'aimerait pas les femmes, qui connaît pas la vie, qui ne sait pas exactement comment c'est. Enfin, écoutez, très sincèrement, si on vous donnait 1/10 des leçons que vous nous donnez, qu'est-ce qui se passerait? Vous diriez sans arrêt qu'on est des gens agressifs, arrogants. Voyez, ça fait, je dis 2 mots, vous êtes déjà en train de m'agresser. Voilà, et rappelons que Dominique Vonnet est la maire de Montreuil où s'est passé cet incident avec ce tir de flashball. Le Sénat, par ailleurs, a rejeté tout à l'heure un article sur l'allongement de la durée de cotisation à la suite d'une erreur de vote du centriste Adrien Giraud qui s'est trompé, tout simplement, dans la couleur des bulletins. L'article 4 sera à nouveau proposé au vote, s'est empressé de dire Éric Woerth. Les syndicats ont décidé d'appeler à une nouvelle journée de grève et de manifestation après celle déjà prévue samedi. Ce sera donc le mardi 19 octobre, c'est-à-dire veille du vote au Sénat. Marcel Grignard de la CFDT expose
l'enjeu de ce nouveau rendez-vous social. Il s'agit donc pour nous, le 16 et le 19, d'élargir le mouvement, de faire en sorte que ces 2 journées pèsent vraiment sur le Sénat. Comme l'a dit l'intersyndicale et comme le diront sans doute une partie de mes collègues, le 20, si le Sénat vote la loi, le 20 sera un jour assez déterminant dans le processus que nous connaissons, puisque au-delà du vote définitif de la loi, nous serons dans une autre configuration. Propos recueillis par Sandra Cerquera. Le blocage des raffineries, secteur le plus mobilisé, entraîne l'assèchement des premières pompes à essence. La crainte de la pénurie a fait exploser la demande à la pompe. Elle est en hausse de 50% depuis le début de la semaine. Les stocks de réserve, les stocks stratégiques pourront être utilisés au profit des consommateurs et notamment des transporteurs routiers, a fait savoir aujourd'hui le secrétaire d'État Dominique Bussereau. Sachez encore qu'à la SNCF, il y a du mieux dans le trafic, mais les voyageurs en partance pour le Sud sont invités à reporter leur déplacement. Bonsoir Emmanuel Kessler. Bonsoir Michel. On a évoqué un péril jeune. Il y a peut-être 2 manières de l'entendre ce soir. Oui, exactement. Alors, c'est sûr, on est rentré dans une nouvelle phase avec la mobilisation des jeunes et des étudiants. Et la première manière de l'entendre, c'est que c'est inquiétant. C'est d'ailleurs ce que craignait, ce que surveillait de près l'exécutif. Souvenez-vous, cet été, Nicolas Sarkozy avait renoncé à une proposition de Bercy pour remettre en cause l'APL, l'aide au logement des étudiants, justement pour ne pas risquer d'ouvrir en ce moment un front avec la jeunesse. Et la jeunesse, on s'en souvient, c'est elle qui a contraint le gouvernement à reculer sur le CPE en 2006 ou sur la réforme des lycées en 2008. Et puis les manifestations lycéennes, on le voit aujourd'hui, elles sont beaucoup moins encadrées, contrôlables que les cortèges organisés par les syndicats, plus difficiles donc à stopper, à arrêter. Alors, on est évidemment dans une zone à risque. Mais il y a une autre lecture, bien sûr, parce que ajouter à cela le blocage des raffineries, les craintes sur les pénuries d'essence, et bien sûr ressurgit le spectre de mai 68, celui d'un blocage du pays. Et alors, paradoxalement, c'est une référence qui n'est pas forcément pour déplaire à la droite. Certains à l'UMP rappellent que le chaos à l'époque a finalement débouché fin juin 68 sur des élections qui ont été triomphales pour De Gaulle et les gaullistes. Ils font le pari que le gouvernement, ne voulant pas céder, même si les sondages disent actuellement le contraire, eh bien, ils font le pari que l'opinion, comme en 68, va finir par se retourner si le désordre devient trop important et qu'à terme, cette situation pourrait profiter à Nicolas Sarkozy. C'est évidemment pour l'heure un pari assez hasardeux. En tous les cas, Jean-Claude Gaudin se risque à ce pari puisqu'il fait le parallèle historique que vous évoquez avec mai 68. Il le fait publiquement. Aujourd'hui, on en parlera avec nos 2 invités. Vous le savez, dans un instant, Aurélie Filippetti pour le Parti Socialiste et Jean-René Lecerf pour l'UMP. Sans évoquer explicitement les retraites, Nicolas Sarkozy a fait aujourd'hui l'éloge de la réforme lors d'un déplacement en Gironde. Nous l'écoutons. Je ne suis pas un obsédé de la réforme, mais j'ai la responsabilité de conduire la 5e économie du monde. Dans un monde qui bouge, notre pays ne peut pas rester immobile. Nous n'avons plus les moyens d'attendre pour décider. Nous ne pouvons pas mettre la poussière sous le tapis. Nous ne pouvons pas fermer les yeux devant les déficits et les retards qui sont les nôtres. Notre devoir, c'est d'agir dans l'intérêt général, d'agir avec justice, mais d'agir. Au fond, je crois que la pire des injustices, c'est l'immobilisme. Le retour très attendu de Martine Aubry, retour médiatique, elle reprend sa place après l'avoir abandonnée à Ségolène Royal, entre appel au retrait ou à la négociation de la réforme, de la renégociation. 2 thèses que l'on attend aujourd'hui au Parti Socialiste. La première secrétaire devra, dans À vous de juger ce soir, clarifier la position de son parti. Élisée Cardi. Tirer ce projet, tout remettre à plat. Nous ne devons pas demander le retrait du projet parce qu'il faut le remettre à plat et parce qu'il faut une réforme des retraites. Et voilà résumé le problème socialiste du moment. Comme ce matin à la radio, la voix qui émane du Parti Socialiste sur le dossier des retraites n'est pas très claire. Une position ambiguë que constatent les sénateurs communistes dans les débats qui se jouent ces jours-ci à la Haute Assemblée. Ils aimeraient plus de clarté de la part de leurs collègues.
Je constate qu'on avait près de 600 amendements qui n'en avaient déposé que 300. Et on voit bien que sur un certain nombre d'articles qui nous tiennent particulièrement à cœur, parce que, au travers de nos amendements, on montre quelle est la réalité du monde du travail, eux n'avaient pas d'amendement. Sur le fond du dossier, le principal questionnement, c'est la position du parti sur la retraite à 60 ans. Martine Aubry affirme vouloir maintenir l'âge légal à 60 ans et en même temps rallonger la durée de cotisation. 2 éléments a priori incompatibles, mais pas pour Marisol Touraine. Cette durée de cotisation, il faut évidemment qu'elle intègre des éléments nouveaux et c'est cela que nous mettons en avant. Nous disons que la durée de cotisation doit être différente pour les gens qui ont eu des métiers pénibles et pour les autres. Nous disons que les étudiants doivent pouvoir valider des années d'études au titre de leur cotisation. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de contradiction entre les différents éléments que nous avançons. Ce soir, Martine Aubry, silencieuse depuis une semaine, va devoir expliquer ses idées dans le détail. Expliquer aussi que partir à 60 ans, ça ne sera pas forcément avec une retraite à taux plein. Essayez donc de convaincre les futurs électeurs, si ce n'est les cadres de son camp. Voilà, et de tout cela, nous reparlons maintenant avec nos 2 invités. Avec nous donc Aurélie Filippetti, bonsoir, députée de Moselle et secrétaire nationale du Parti socialiste à l'énergie. On en parle beaucoup en ce moment avec le risque de pénurie. Et Jean-René Le Serre, sénateur UMP du Nord et secrétaire national de votre parti à la justice. Bonsoir donc à tous les deux. Les lycéens, on l'a vu, descendent à nouveau dans la rue, des débordements, des violences dont policiers et syndicats de lycéens se renvoient la responsabilité. Un processus dangereux est-il enclenché, Aurélie Filippetti ? Je pense que non, il n'y a pas pour l'instant, même s'il y a eu évidemment des épisodes malheureux, je pense que du côté des lycéens, ce que moi j'ai constaté en tout cas dans la dernière manifestation à Metz, c'était un grand sens des responsabilités et que j'ai l'impression que c'est plutôt le gouvernement qui aurait envie que ça dégénère pour pouvoir nous asséner un discours sécuritaire et musclé et revenir... Il a envie, selon vous, est-ce qu'il agit dans ce sens avec les forces de police ? Je ne sais pas, ça je n'en sais rien. J'ai entendu, comme vous, Dominique Voynet, tout à l'heure, dire qu'il y avait eu des provocations sciemment organisées par les autorités qui contrôlent la police à Montreuil, mais ça je ne peux pas le dire. En tout cas, dans les discours que j'entends à droite, à l'Assemblée, j'ai l'impression que certains à droite seraient bien arrangés si finalement il y avait des débordements et des violences. Jean-René Le Serre, un processus dangereux, à qui la faute s'il est enclenché ? Moi j'ai regardé un peu ce qui se passait notamment sur Lyon, sur la région parisienne, avec par exemple du mobilier urbain fracassé par des casseurs, par des voyous. Donc je ne mélange pas effectivement les lycéens et les voyous. Nul ne recherche effectivement une tension plus importante. Moi j'estime qu'un étudiant, un lycéen ou un policier d'ailleurs blessé, c'est un blessé de trop. Donc j'appelle effectivement au calme des uns et des autres et je ne comprends pas l'attitude des lycéens. Ils sont un petit peu, si vous voulez, dans l'attitude de la personne qui est en train de se noyer et qui frappe celle qui essaye de le sauver. Car en fait, cette réforme des retraites, elle est fondamentalement faite pour eux. Car si on n'intervient pas, ils vont payer non seulement la retraite de leurs parents, mais celle de leurs grands-parents et de leurs arrière-grands-parents qui seront morts depuis longtemps, puisqu'aujourd'hui on finance les retraites à crédit. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, et j'apprécie votre argument, je trouve qu'il est plus cohérent, parce que vous dites au moins que les lycéens sont concernés par la réforme des retraites, alors que beaucoup à droite nous disent, mais en fait les lycéens, et d'ailleurs je crois que c'est même le président de la République qui a dit ça, ils manifestent aujourd'hui pour une retraite qui les concernera dans 40, voire 50 ans. Vous dites, et vous avez raison, les lycéens sont concernés par cette réforme, non seulement parce que c'est un projet de société dans lequel eux-mêmes sont engagés, mais en plus, dans quelques années, quand ils entreront ou qu'ils voudront entrer sur le marché du travail, évidemment, ils paieront des cotisations qui serviront à financer les retraites versées à ce moment-là aux pensionnés. Donc ça les concerne. Mais j'ajoutais que de 2 choses l'une, ou ils sont bêtes, ce qui n'est pas possible, c'est une hypothèse d'école, c'est le cas de le dire d'ailleurs, ou alors, effectivement, ils frappent la main qui essaye de les secourir. Mais là on n'est pas d'accord. Ce qui laisserait supposer que peut-être ils manifestent aussi très largement pour le plaisir de manifester. Non, comment calmer le jeu alors ? Parce que la situation devient vite incontrôlable, on le sait, quand les jeunes sont dans la rue. Comment calmer le jeu ? Je pense que ce n'est pas un plaisir pour eux de manifester, ils se joignent à un mouvement qui a commencé avec les actifs. C'est une inquiétude et une exaspération dans tout le pays. Je pense que vous le sentez aussi bien que moi dans le Nord. Il y a une exaspération dans les entreprises, il y a un sentiment d'injustice qui se cristallise autour de la réforme des retraites, mais qui est aussi lié à une politique fiscale, une politique sociale. Je partage votre opinion sur
l'inquiétude des adultes. Je ne la partage pas effectivement sur l'inquiétude des jeunes. Je pense effectivement que leur présence, elle est due d'abord à des appels que je trouve un peu irresponsables de la part d'un certain nombre de responsables politiques. Vous pensez à Ségolène Royal? Je pense à Ségolène Royal. Je viens d'entendre la déclaration qu'elle a faite, c'était après. Qui faisait effectivement, qui avait, pas M. Chirac, mais d'autres, qui avaient le même langage. Je pense que appeler effectivement les lycéens, appeler à bientôt les écoliers à des manifestations sur les retraites, c'est dans une certaine mesure irresponsable. Je voudrais juste préciser que Ségolène Royal... de la réalité du problème des retraites, qui, elle, est malheureusement incontournable. Malheureusement ou heureusement, parce qu'après tout, s'il y a un problème des retraites, c'est parce que vous et moi, nous avons la chance de vivre beaucoup plus longtemps que nos grands-parents ou arrière-grands-parents. Mais eux aussi vivront encore plus longtemps que nous, les lycéens. Mais je tiens à dire que personne n'a poussé les lycéens à descendre dans la rue, puisque Ségolène Royal, sa déclaration, c'était après la manifestation. Et les lycéens étaient déjà dans la rue. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il fallait que ce soit pacifique. La CGT faisait les sorties des lycées pour inciter effectivement les lycéens à manifester. Non, mais si on ne les a pas appelés, moi je pense que ce qui s'est passé avec les lycéens, c'est que comme le mouvement a de l'ampleur, on en est à la 6e journée de mobilisation, ce qui est énorme, avec un mouvement qui croît en plus. C'est que petit à petit, parce qu'ils s'intéressent à la vie publique, et ça c'est important, ils ont compris que cette réforme des retraites, elle les concerne. Et que c'est effectivement eux, les gens qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, qui sont peut-être les plus concernés aujourd'hui par la réforme des retraites et par cette injustice qui va leur être faite. Ils devraient savoir qu'on est dans un état de droit et pas dans une république bananière. Donc effectivement, il y a une politique qui est faite par un gouvernement sous le contrôle d'un parlement, et que s'ils ne sont pas contents de la politique, ils en ont parfaitement le droit, ils manifestent. Vous leur donnez-vous rendez-vous en 2012. Ils ont le droit de manifester. La démocratie, l'idéal, ils auront le droit de voter. Peut-être que certains n'ont pas encore le droit de voter. Effectivement, de dire que s'ils ne sont pas contents effectivement de la politique qui est mise en place, eh bien la fois suivante, ils choisissent l'alternance, ou leurs parents, s'ils ne sont pas encore en âge de voter, parce que moi je ne suis pas pour le droit de vote à 16 ans, 14 ans ou 12 ans, leurs parents choisiront l'alternance. Mais est-ce que vous êtes pour la responsabilité pénale à 12 ans? Non, comme certains de votre camp. Mais... Aucunement, et je l'ai déjà dit très clairement. Donc, Olivier Besancenot, qui peut avoir un grand écho auprès des jeunes, peut-être même plus que Ségolène Royal, je ne sais pas, appelle aujourd'hui... Vous savez pas, un nouveau mai 68. Est-ce que ça vous inquiète? Non, mais je pense que ce genre de comparaison, c'est nul et non avenu. On est aujourd'hui en 2010, parlons de l'avenir. Enfin, le propre de la jeunesse, c'est d'essayer justement de penser à l'avenir et d'être de son temps. Donc, c'est pas la peine de toujours faire référence à mai 68. Avec ma collègue, je pense que c'est un peu comme le match du siècle en sport, vous savez, où il y en a un tous les ans. La situation de mai 68 n'avait rien à voir avec la situation actuelle. Il y avait quand même un certain blocage en matière sociale. On s'en est bien rendu compte dans les accords de Grenelle. Aujourd'hui, la situation est totalement différente. Et je n'appelle vraiment pas... tout à fait éloigné de moi serait le souhait qu'il y ait effectivement des manifestations qui dégénèrent de façon à récupérer une majorité de la peur style 68. J'en suis aux antipodes. Certaines personnes dans votre propre camp, Jean-René Le Serre. Non, honnêtement, je n'ai pas ce genre de soupçon et j'espère que l'ensemble des politiques là-dessus sauront se montrer beaucoup plus matures. Aurélie Filipetti, Nicolas Sarkozy reste inflexible, on le sait depuis hier sur la réforme des retraites, et il annonce aujourd'hui en Gironde qu'il va continuer à réformer jusqu'à la fin de son quinquennat. Il annonce notamment une réforme fiscale dès l'année prochaine, avec la fin du bouclier fiscal, symbole d'injustice, selon François Baroin, et l'aménagement de l'impôt sur la fortune. Est-ce un revirement pour vous majeur? Ou est-ce que vous restez méfiante? Mais évidemment, je suis méfiante. Enfin, c'est même... on est dans une situation absolument absurde, ubuesque. On a un dispositif dont maintenant le ministre du Budget reconnaît qu'il est symbole d'injustice, le bouclier fiscal. Donc pour le retirer, que va-t-on faire? Que nous propose le gouvernement? De faire une injustice encore plus grande, en fait, c'est supprimer l'impôt sur la fortune. Et en plus, même en termes de finances publiques, le bouclier coûte 700 millions à l'État et l'impôt sur la fortune rapporte 3,9 milliards. Donc même en termes de gestion des finances publiques, c'est absolument catastrophique. Sur le revenu, si j'ai bien compris quand même. Non, le président de la République a dit qu'il était contre. Il a dit qu'il était contre l'augmentation des tranches supérieures. Et en plus, effectivement, ça serait de taxer le travail aux dépens du capital qui actuellement est taxé par l'impôt sur la fortune. Le travail de ceux qui ont des revenus tout à fait colossaux. Je suis contente que ce soit vous qui le disiez. C'est une éventualité qui me paraît effectivement tout à fait vraisemblable, que l'on s'oriente en matière de... C'est un discours qu'on entend beaucoup aussi à gauche, quand même, Aurélie Filipetti, dans les projets fiscaux de François Hollande, par exemple, il s'agit de taxer
les couches supérieures. Ah mais jamais on a dit qu'on supprimait l'ISF, nous. C'est-à-dire que nous, on veut créer 2 tranches marginales supérieures. Là, il s'agirait d'un aménagement, on n'en supérieures, connaît pas encore tous les contours. mais on n'a pas dit qu'il fallait supprimer l'ISF. Pourquoi? Parce que c'est pas la même chose. L'ISF, c'est un impôt sur le patrimoine. C'est très important de taxer les patrimoines, notamment les patrimoines dormants. On sait que Mme Bettencourt, elle a 16 milliards de patrimoine. On doit quand même avoir raison contre tous les autres. Le patrimoine. Et l'impôt sur le revenu, c'est une taxation du travail, enfin en tout cas des revenus, de tous les revenus, y compris le travail. Donc, quand le président de la République dit qu'il faut continuer les réformes, il a parfaitement raison. Il y a une autre réforme dont on n'avait pas parlé, qui est absolument indispensable. Moi, je suis aussi conseiller général. C'est la réforme de la dépendance. La réforme de la dépendance, elle est indispensable pour que les départements... Elle va coûter cher aussi, celle-là. Bien sûr. Mais si on veut effectivement que les départements puissent continuer à faire face à leurs responsabilités, et si on veut que la solidarité s'exprime au plan national et pas au plan des collectivités territoriales, cette réforme est incontournable. Donc moi, je suis très heureux qu'ils poursuivent les réformes. D'accord. Un mot quand même, Jean-René Le Serre. On a toujours dit, tout le monde à droite disait jusqu'à maintenant que le bouclier fiscal, c'était un marqueur du quinquennat. Et hop, là, d'un coup d'un seul, il est supprimé. Ça doit vous troubler quand même, non? Non, ça ne me trouble pas pour une raison très simple. C'est qu'il s'est passé des choses depuis la campagne présidentielle. Il y a eu une crise qui est la crise la plus importante que l'Occident ait connue depuis la crise de 29. Donc il va de soi qu'il y a une adaptation à une situation de crise. Je n'ai pas reproché à François Mitterrand en son temps de ne pas avoir donné la retraite à 55 ans aux femmes, et j'aurais à peine la cruauté de rappeler les propos de Michel Rocard, déclarant que lorsque M. Mitterrand a décidé que la réforme passerait à 60 ans, il y a au moins eu 2 ministres qui s'y connaissaient en économie, lui-même et Jacques Delors, qui estimaient que c'était la décision il était la plus effondré, calamiteuse depuis un siècle. Peut-être même, Laurent Fabius à l'époque a dit Michel Rocard. Aurélie Filippetti, est-ce que vous attendez une clarification de Martine Aubry ce soir qui fait son grand retour médiatique, puisqu'on entend des positions quand même divergentes sur les retraites au sein du Parti socialiste, entre ceux qui disent il faut renégocier et ceux qui disent il faut carrément retirer le texte. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Nous, on est dans l'opposition jusqu'en 2012. Ça appelle une clarification. Donc, si le gouvernement retire son projet pour en refaire un autre, il sera obligé de renégocier. Donc finalement, ça revient au même. De toute façon, nous, ce qu'on a dit, c'est que si on revient au pouvoir en 2012, on remettra tout à plat. On remettra sur la table pour renégocier, nous, et faire un nouveau projet de réforme des retraites. Tous les deux. Ce qui est embêtant, c'est que sur vos confrères de LCI, il n'y a pas si longtemps, Martine Aubry paraissait pas très éloignée de la réforme des retraites qui est aujourd'hui proposée. En évoquant la date butoir des 62 ans notamment. Ça n'a jamais été présenté. Elle parlait 61 ans et demi, c'est la date effective à laquelle aujourd'hui les gens peuvent partir. Allez, on va évoquer maintenant, si vous voulez bien, le dossier Ryanair. Vous avez sans doute beaucoup de choses à dire sur cette question. Dans un instant, nous allons recevoir le président de l'Union des navigants de l'aviation civile, qui fait partie des syndicats qui ont porté plainte contre Ryanair. On en parle tout de suite. D'abord le point donc sur le divorce annoncé hier entre la compagnie low cost et la ville de Marseille. Bérangère Dinglat. En plein conflit sur la réforme portuaire et alors que les éboueurs se sont à leur tour mis en grève, avec le départ de Ryanair, les politiques locaux craignent un risque de stigmatisation de la cité phocéenne. Tandis qu'à Marseille, Jean-Claude Gaudin parle d'une décision irresponsable des syndicats. À Paris, la députée Valérie Boyer s'inquiète de l'avenir de la ville. Je comprends mal cet acharnement sur notre ville, à faire en sorte que le chômage augmente, que la pauvreté augmente et que des entreprises qui généraient 550 millions de chiffre d'affaires pour toute la zone marseillaise partent. Selon la Chambre de commerce, en moins de 4 ans, Ryanair a permis la création de 1000 emplois directs et indirects. À partir du 11 janvier 2011, les 4 avions de la compagnie ainsi que ses employés seront donc transférés dans d'autres aéroports européens. S'y ajoute la suppression de 13 des 26 dessertes françaises. Défendant les syndicats du personnel marseillais, le Parti communiste dénonce un chantage de la compagnie irlandaise. La décision de Ryanair de partir est absolument illégitime, d'autant qu'ils ont engrangé 500 millions de bénéfices qu'ils ont reversés à leurs actionnaires. Ryanair aujourd'hui est un patron voyou. Il utilise le sol français pour faire des bénéfices et veut imposer des décisions de droit minimum à ses salariés. Mais la décision de Ryanair n'est peut-être pas définitive. Si la législation évolue, la compagnie se dit prête à revenir sur le sol français. Ce matin, Christine Lagarde elle-même demandait une harmonisation au niveau européen de la législation pour améliorer la compétitivité française. Voilà, Franck Mikula nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Union des navigants de l'aviation civile. Et donc, je le disais, vous faites partie des syndicats qui ont porté plainte contre Ryanair, qui a donc choisi d'abandonner sa base marseillaise après sa mise en examen pour travail dissimulé. Votre syndicat donc, est un petit peu à l'origine de tout ça. Comment est-ce que vous réagissez à la décision unilatérale de la compagnie? Je le déplore. En aucun cas, cette action n'avait pour but de faire fuir une compagnie aérienne ou de diminuer l'activité aérienne dans telle ou telle escale, et notamment en particulier même à Marseille. Bon, je le déplore. On a entendu Jean-Claude Gaudin, furieux de la perte économique évidemment pour sa ville, dénoncer les syndicats. Il vous montre du doigt. Est-ce que c'est vous que l'on doit montrer? Oui, je pense qu'il a tort. Je regrette qu'il ait incriminé les syndicats, ou plutôt les plaignants. À travers nous, c'est les salariés qu'il incrimine. Nous ne faisons que demander la stricte application de la législation française. Rien de plus. Donc autant je peux comprendre le responsable de l'entreprise qui dit tout un tas d'âneries sur la législation, mélangeant l'européenne, la française. Collery, qui est un provocateur. C'est un provocateur, bon, c'est un jeu de rôle. Bon. Et je regrette que le maire de Marseille se soit placé sur ce terrain-là. C'est celui de la République, en gros. Donc comment peut-il incriminer la justice, regretter qu'il y ait des lois, en disant c'est la faute des syndicats si O'Leary s'en va ou Ryanair s'en va. Non, c'est parce qu'on a un opérateur qui ne veut pas jouer le jeu, qui fait du dumping social. Mais lui dit qu'il est en règle avec la législation européenne. Est-ce que vous et vos pilotes, les hôtesses, accepteraient par exemple de travailler sous statut irlandais, puisque c'est le cas aujourd'hui, et à certaines conditions? Mais je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut préciser. L'Europe a accordé une liberté aux chefs d'entreprise. Ils peuvent s'établir là où ils le veulent en Europe. C'est le droit de circuler, de s'établir, de créer des établissements et des entreprises un peu partout. C'est super. Mais cette liberté ne s'accompagne pas de la liberté de choisir la réglementation applicable. Donc il peut s'établir où il veut, il a choisi de s'établir à Marseille. Vous vous laissez imposer un statut. Par exemple, quelle est votre différence de salaire avec des... Non, je crois que c'est à tort. Je crois que c'est à tort qu'on se place sur ce terrain-là. Le problème majeur, c'est celui, et c'est en lien avec l'actualité que vous étiez en train de traiter tout à l'heure, c'est celui du financement de la protection sociale et en particulier de la retraite. Juste deux chiffres. Les cotisations sociales en France en matière de retraite, environ 25%. Pour les Irlandais, entre 3 et 5%. Voilà pourquoi Ryanair ne veut pas baser... C'est ça. Ils ont par capitalisation, j'imagine. Éventuellement, oui, ils n'ont pas de retraite. Je donne un autre exemple, les PNC de British Airways. British Airways, il y a eu des conflits sociaux, là, ça n'a échappé à personne. British Airways, le nouveau contrat de travail qu'il propose à ses salariés, c'est pas de cotisation retraite. C'est le summum. Alors là, D'accord. Tout ça dans le cadre européen. Alors, dans le cadre européen. Aurélie Filippetti, Jean-René Le Serre, réagissez. Est-ce qu'il y a un danger là de voir l'Europe tirer les normes sociales vers le bas? Écoutez, il faut absolument effectivement qu'une décision soit prise au niveau européen. Nous souffrons d'un manque d'Europe et pas d'un trop d'Europe. Moi, je pense que sur ce point-là, vous allez dire on se retourne vers le président alors qu'on devrait se retourner vers le gouvernement, mais c'est une question d'habitude. L'exécutif devrait prendre une initiative au plan européen, un peu comme Nicolas Sarkozy l'avait prise sur l'affaire Alstom. On ne peut pas se satisfaire d'une situation où effectivement les entreprises tirent vers le bas l'application des lois sociales. Vous serez d'accord sur ce point, sur la façon d'exprimer Aurélie Filippetti? Oui, et en l'occurrence, moi je pense que c'est même une question, on est dans le cas d'un patron voyou, tout simplement. C'est quelqu'un qui utilise ses salariés dans des conditions déplorables, qui ne respecte pas la législation en vigueur. Vous l'avez dit, il y a une enquête pour travail dissimulé, et maintenant il vient faire du chantage en disant je m'en vais. C'est même pas du chantage à l'emploi, c'est je m'en vais parce que je ne veux pas respecter la loi. C'est surréaliste. Un dossier à suivre. On verra si Michael O'Leary, qui change souvent d'avis sur bien des domaines, qui concernent surtout les passagers d'ailleurs, change d'avis sur cette question-là. À suivre. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk pour le journal de Public Sénat, le fil permanent sur publicsénat.fr. À suivre sur LCP Assemblée nationale, le magazine Pile et Face présenté par Jean-Pierre Gracien. Bonsoir à tous.
Le redémarrage de l'économie, on le sait, et puis les emplois qui vont avec, ne se fera que grâce aux entreprises. Alors qui sont-ils, ces pilotes d'entreprise qui parcourent le monde pour conquérir des marchés, et que pensent-ils de nos débats économiques à l'aune de ce qu'ils vivent à travers la planète? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous dans Leader. Leader, l'économie par ceux qui la font, c'est jeudi à 23h sur Public Sénat. Et au Sénat, étape donc à la toute votre liberté entre audace, des enjeux avec Vigo de minutes donne politique le remanie bien sûr sur les retraites majeures en se montrant inflexible. Le seul risque, ce serait d'accepter un système qui conduirait très rapidement à la faillite du système des retraites. Une retraite sur 10 est payée par l'endettement. Nous ne pouvons pas accepter de passer de 30 milliards de déficit constaté aujourd'hui par an à 45 milliards en 2018. Alors ça, bien sûr, c'est l'avenir des retraites qui est en jeu, mais ce qui est en cause seulement également l'avenir des retraites. Aujourd'hui, ce qui est en cause également, c'est la cohésion sociale du pays, Gérard Longuet. Non. Il y a l'expression d'une hostilité à ce sauvetage des retraites. Il y a le refus, on peut le comprendre, de travailler un peu plus longtemps, passer de 60 à 62 ans. Il y a l'inquiétude sur les conséquences du report à 67 ans du régime de décote, c'est-à-dire de régime de l'époque à partir de laquelle on touche les retraites à plein droit, même si on n'a pas cotisé suffisamment. Mais c'est un débat. C'est important. Ce n'est pas l'explosion de la société française. C'est simplement un débat. C'est un débat, mais vous avez vu que les manifestations sont de plus en plus fournies. Qu'est-ce qui n'a pas marché dans la politique d'explication, la pédagogie du gouvernement? Non, mais les choses sont en ordre, hélas. Nous avons un système qui est déficitaire parce qu'en 1982, on a fait la retraite à 60 ans sans en assurer le financement. Michel Rocard a tiré le signal d'alarme en 91. Il y a eu une première réponse 2 ans après avec Édouard Balladur en 93. Il y a eu une réponse en 2003. Nous avons limité la casse grâce à 93 et 2003 grâce à 2007. Mais nous n'avons pas réglé totalement le problème à ce jour. Et à ce jour, il y a, je me répète, 30 milliards de déficit par an, c'est-à-dire une retraite sur 10 qui n'est payée que par l'endettement. Et quand je vois les lycéens dans la rue... je trouve ça d'une certaine façon assez habituel. J'ai moi-même été lycéen, j'ai moi-même manifesté, c'était il y a très longtemps. Il y a toujours eu des manifestations de lycéens parce qu'on a envie de sortir, on a envie de s'exprimer. Mais justement, c'est à eux qu'il faut s'adresser, leur dire allez-vous payer des déficits accumulés par une génération portablement et qui vous... C'est un travail de pédagogie qui doit durer 10 ans. Quelle est la difficulté française? Je vais vous le dire en une seule formule. C'est que nous avons démarré ce travail sous l'empire de la nécessité, là où d'autres pays, depuis 10 ans, ont fait progressivement les réformes. Et 2003 comme 2007 ont été des réformes utiles. Il aurait fallu sans doute continuer en permanence, mettre en permanence le chantier de la réflexion sur les retraites. Voilà. C'est peut-être la seule faute de cette majorité, d'ailleurs des majorités précédentes, c'est de ne pas avoir mis le sujet sur la table en permanence. Si vous voulez, on parle du cancer, on parle de la tabagie, on parle des accidents de la route. Eh bien, les retraites, c'est exactement la même chose. C'est tous les ans, il se passe quelque chose. Vous parlez des jeunes, ils sont dans la rue et vous le savez. Certains, bien sûr, mais ils étaient en masse dans les cortèges. Et quand ils sont dans la rue, sans eux, les cortèges auraient sans doute été moins nombreux. Que le 23 septembre, sans eux. Mais avec eux, la situation devient incontrôlable. C'est ce que dit Dominique de Villepin, qui pointe un risque majeur. Dominique de Villepin est un spécialiste des situations incontrôlables et nous